Bonjour à tous. Hop. Bonjour à tous. Est-ce que vous, hop, j'ai oublié d'activer la caméra, voilà. Est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez utiliser du coup le petit chat pour répondre, s'il vous plaît? Hello, hello. Merci Paul, merci Jason. J'espère que vous allez bien. En tout cas, est-ce que vous êtes en forme au moins? Parce que c'est la pause, voilà, c'est la pause déj. Je ne sais pas si vous travaillez actuellement. Donc le but, voilà, c'est pas de vous garder longtemps. Donc dites-moi, est-ce que vous êtes posé à la maison? Est-ce que vous êtes au travail? Parce qu'aujourd'hui, il pleut, en plus, il fait pas très beau. Ok, au travail, c'est noté. Donc, on va essayer, voilà, de pas trop entêter. Ok, bah Jean-Luc, tu as de la chance, t'es entêté. C'est noté. Donc, j'accueille encore les nouveaux qui arrivent. Hop, hop, hop. Donc, tout le monde m'entend bien. Vous m'avez dit que vous m'entendez bien. Ok, donc on va attendre encore quelques minutes les nouveaux qui arrivent, qui se connectent. Après, on va commencer. Ouais, c'est vrai qu'il pleut, donc là, c'est top. Au moins, voilà, on va passer un bon moment où on va parler argent, on va parler business, on va parler IMO. Rien de mieux. C'est vrai qu'un petit Netflix and chill, c'est bien aussi, mais là, on va parler business, c'est encore mieux. Ah bon. Donc, on attend encore que les nouveaux se connectent. Ok. Donc, dites-moi, les autres, est-ce que vous êtes au travail, est-ce que vous êtes en TT ou est-ce que là, vous êtes en sortie? Donc, pour la plupart, vous êtes au travail. Donc, on va profiter de la petite pause déj pour voilà, parler IMO. Donc, on attend encore juste voilà, 2 minutes, le temps que les autres se connectent, et après, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez me dire, du coup, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà investi dans l'immobilier? Est-ce que vous êtes tous novices pour l'instant? Est-ce que c'est un projet qui va arriver? Donc, pour les nouveaux, utilisez voilà, le petit chat. Là, pour l'instant, je suis tout seul. J'ai pas mon assistante avec moi. Donc, je vais essayer de combiner les trois, vous voir en même temps, vous écrire et animer le web. Hop, hop, hop. Donc, on va pouvoir avancer. Voilà, donc dites-moi vraiment voilà, si vous avez déjà commencé à investir dans l'immobilier ou si c'est un projet qui va arriver plus tard. Ok, donc Jean-Luc, pour toi, pas encore investi, mais j'y pense de plus en plus. Ok, bah c'est très bien que tu y penses de plus en plus, parce qu'on va voir ce qui se passe cette année. C'est assez compliqué là, en ce moment, d'investir dans l'immobilier. Donc on va en parler. Donc ok. Non, mais c'est parfait, on va commencer du coup. Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, du coup, c'est vous présenter les opportunités d'investissement en 2022. Donc les opportunités et aussi les difficultés. Donc là-dessus, on va revenir là-dessus. Hop, je bascule juste ça sur le côté. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler voilà, du contexte de 2022, donc du contexte de cette année, les nouvelles règles du HCSF qui sont arrivées du coup en début d'année, la hausse des taux que vous devez forcément entendre en ce moment, le nouveau DPE. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le nouveau DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc attendez, il y a des nouveaux qui arrivent aussi. Ok, Clément, bonjour, je n'ai pas encore investi pour du locatif ou autre, j'ai acheté ma RP l'année dernière. Ok, c'est noté. Bon, on va parler de tout ça, Clément, aujourd'hui. Et à la fin, du coup, on va finir par les opportunités, donc les opportunités que vous pouvez saisir aujourd'hui grâce à l'investissement immobilier. Hop. Donc, qui je suis, je vais me présenter parce que pour certains, vous ne me connaissez pas. Dites-moi dans le petit chat, voilà, est-ce qu'il y en a qui me connaissent par rapport à Instagram? Parce que la plupart, voilà, vous me connaissez via Instagram. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Moi, c'est Kevin. Donc, moi, je suis investisseur immobilier depuis l'âge de mes 22 ans. Donc, j'ai plusieurs appartements. Aujourd'hui, moi, comment j'ai commencé et pourquoi j'ai commencé? Ouais, j'ai commencé tout simplement parce que moi, ma mère, elle m'a élevé. Du coup, on est quatre à la maison. Elle nous a élevés toute seule. Donc, elle a fait le rôle à la fois de la maman et du papa. Et tout simplement, en grandissant, ben, j'ai grandi avec ce petit manque où je me suis dit, à un moment donné, voilà, ça va être mon rôle de prendre la relève, ça va être mon rôle justement de l'aider et aussi d'aider mes frères et sœurs. Donc, j'ai cherché, je vous dis tout bêtement, j'ai tapé sur Internet comment devenir riche et forcément, on tombe sur plein de choses. Et je suis tombé sur l'immobilier et ça m'a tilté. Je me suis dit, bon, l'immobilier, c'est un truc où tout le monde va avoir besoin de se loger. On est de plus en plus nombreux sur Terre. Donc, forcément, parmi toutes les idées que j'ai trouvées, Bitcoin, il y avait quoi? Il y avait bourse, il y avait des choses comme ça, il y avait e-commerce. Je me suis dit, c'est l'idée qui sera la plus rentable et sur le long terme, c'est ce qui va marcher le plus. Donc moi, dès que j'ai eu mon CDI, j'ai commencé à chercher. Donc j'ai eu mon CDI vers 21 ans et j'ai commencé à chercher. Je m'étais formé, j'avais lu des livres, etc. Et en fait, quand je suis arrivé sur le terrain, je me suis pris une grosse claque parce que ce qu'il y avait dans les livres, c'est comme à l'école, c'était pas pareil que la réalité. Donc au final, dans les livres, il y avait écrit qu'on pouvait investir sans apport, etc. Et qu'on pouvait tout simplement aller voir les banques en disant, voilà, je souhaite avoir un investissement locatif et ça se passe très bien, la banque vous prête un peu voilà, comme dans le monde des bisounours. Et au final, non, ça ne s'est pas passé comme ça.
Donc, j'ai utilisé une stratégie, c'est de dire que j'ai acheté pour ma résidence principale. Donc, il y a Clément qui disait justement, lui, il a déjà acheté sa RP. Bah, moi, je faisais comme si j'avais acheté ma RP. Et au final, c'est à cette RP-là que je vais vous montrer juste après. Et je l'ai transformé en investissement locatif. Et une fois que je l'ai transformé en investissement locatif, j'ai montré à ma banque que je savais investir dans l'immobilier et ils m'ont suivi sur mes autres appartements. Donc, au total, j'ai 4 appartements et je vais vous montrer du coup le dernier qui est en rénovation. Donc, à travers ça, à travers Randstad, ensuite, j'ai créé mon organisme de formation. Donc, mon organisme de formation, c'est lequel où j'accompagne les personnes. Donc, moi, ma particularité, c'est que je suis formateur et coach en investissement immobilier. C'est-à-dire que je forme des personnes, mais j'accompagne aussi. Et ma plus grosse force, c'est que tout simplement, je les accompagne sur le terrain en physique. Parce que j'ai eu cette claque du théorique et de la pratique, c'est deux choses différentes. Donc, moi, j'accompagne les personnes vraiment physiquement. Donc, c'est-à-dire que je vais avec elles chercher le bien, je leur montre sur le terrain comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut regarder. Ensuite, il y a l'étape des travaux où je fais intervenir du coup mes artisans, mes décoratrices d'intérieur. Et après, pour l'étape de financement, j'ai des partenariats avec différents courtiers. Et à la fin, j'interviens aussi sur le suivi de chantier jusqu'à la mise en location. Donc vraiment sur tout le process, je suis là du début jusqu'à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser vraiment dans le chat et j'essaierai d'y répondre tout au long du chat. Le but, c'est vraiment d'animer le chat. Et comme pour la plupart d'entre vous, vous êtes en pause déjeuner, voilà, c'est de durer juste le temps de la pause déjeuner. Donc, pendant mon premier investissement, j'ai eu beaucoup de difficultés et beaucoup d'obstacles, notamment surtout par rapport à l'entourage. Donc, dans votre côté, je suppose que ça doit être pareil. Normalement, si vous voyez autour de vous, vous n'avez pas tous le même mindset d'investissement. En général, vous avez des phrases comme l'investissement, c'est pour les riches, l'investissement, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas l'épargne de côté. Moi, c'est ce que j'ai eu beaucoup. Et j'ai aussi eu le cas que comme j'étais jeune, j'ai commencé très jeune, on m'a dit, bah, achète plutôt ta résidence principale et après, tu verras plus tard pour l'investissement immobilier. Et j'avais forcément, moi, pas d'apport de côté. J'ai commencé moi avec un salaire de 1500, je touchais 1500 à l'époque et j'avais une épargne de 500 euros. Pourquoi je m'en souviens? Parce que la notaire, elle m'avait demandé un acompte de 1000 euros et ces 1000 euros-là, je me rappelle, je ne les avais pas et j'avais demandé à ma mère de me prêter les 500 qui restaient. Donc c'est pour ça que je me souviens exactement de ce chiffre précis des 500 euros. Donc là, je vous montre mon tout premier investissement. Donc ça a été c'est un studio de 23 mètres carrés à Éragny-sur-Oise, donc dans le 95 pour ceux qui ne connaissent pas. Et ma cible, en fait, quand j'ai acheté cet appartement-là, c'était les étudiants. Après, ça a changé, je vous expliquerai pourquoi. Mais ma cible, c'était les étudiants parce que je suis à 5 minutes de la fac de Cergy-Pontoise. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, cet appartement-là, je l'ai acheté à 89 000 euros. Au final, j'ai fait des travaux après pour 5 000 euros. C'est surtout la cuisine qui m'a coûté un peu, voilà, qui m'a coûté un peu le plus cher dans ces travaux-là. J'ai rajouté une mezzanine. Je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, la mezzanine juste au-dessus. Hop, attendez, je vais juste cacher ça parce que j'ai plein d'écrans en face de moi. Hop, hop, hop. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc là, j'ai une mezzanine que j'ai rajoutée juste au-dessus. Pour quelle raison je l'ai rajouté? Tout simplement pour pouvoir le louer comme un F2. Donc cet appartement-là, je le loue 800 euros pour un 23 mètres carrés. Quand j'ai commencé, on m'a dit, Kevin, jamais tu vas louer cet appartement-là pour 800 euros. On m'a dit, écoute, moi, dans ma ville, pour 800 euros, j'ai un F3. Et pourtant, quand j'ai mis cet appartement-là en location, j'ai eu plus de 30 demandes. Donc pour vous dire que j'ai eu l'embarras du choix au niveau du locataire. Je l'ai meublé du coup pour 2000 euros et aujourd'hui, il est estimé, je l'ai fait estimer l'année dernière, il est estimé entre 110 000 et 115 000 euros fourchette haute. Donc au final, ça fait une plus-value de quasi 13 000 euros. Donc aujourd'hui, même mon patron ne pourrait pas me donner, mon ancien patron ne pourrait pas me donner une plus-value de 13 000 euros en l'espace de 2 ans. Donc c'est ça la puissance de l'immobilier. Je vais vous expliquer pourquoi c'est devenu de plus en plus compliqué, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pendant ce webby pour justement, quand même, comme Clément, comme vous autres, réaliser votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à les poser dans le chat et j'y répondrai en même temps. Donc ça, c'est mon dernier investissement. Donc c'est un studio de 18 mètres carrés que j'ai acheté 30 000 euros et la localisation, c'est dans le 28. Pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté de l'Île-de-France. Donc moi, j'investis principalement en Île-de-France et proche Île-de-France parce que moi, ma stratégie, c'est à 1h30 maximum de chez moi parce que voilà, en termes d'aller-retour, il faut être réactif aussi quand les agents immobiliers vous appellent et qu'ils ont des pépites. Donc moi, ma stratégie, voilà, c'est de rester à 1h30 aux alentours de chez moi. Donc, le projet de cet appartement-là, c'est d'en faire un projet Airbnb, donc un love room. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un love room, c'est un peu, voilà, thématique hôtel où justement le but c'est de viser un peu des couples qui veulent passer un bon moment ou les gens qui veulent passer leurs vacances parce que là je suis pas très loin de Chartres donc le but c'est aussi de viser les personnes qui passent leurs vacances sur Chartres.
Donc là, pour cet appartement, j'en ai pour 15 000 euros de travaux. J'ai un crédit annuel sur celui-ci de 3 120 euros. Ça représente, je crois, ça représente à peu près 260 euros par mois. Les charges de copro annuelles, j'en ai que pour 200. Parce qu'en fait, dans la copro, on est à peine 4. On n'est que 4. Et la taxe foncière, j'en ai pour 300 annuels. Donc, vous voyez, l'appartement, il me coûte vraiment, vraiment rien du tout. Ouais, vraiment rien du tout. Et du coup, je le loue actuellement en Airbnb à peu près 110 euros la nuit. Ça dépend, en fait. Airbnb, il faut savoir qu'il y a des saisons basses, il y a des saisons hautes. Donc, en saison basse, il est à 110 euros. En saison haute, je le monte un peu plus. Donc, mon objectif, c'est de le louer 4 mois dans l'année, pas plus. Et tout simplement, 4 mois dans l'année, il me rembourse largement le crédit et tous les frais qui engendrent. Donc, ça, c'est la puissance du Airbnb. C'est que au final, le Airbnb vous rapporte beaucoup, beaucoup plus d'argent que de la location simple. Mais après, c'est de l'entretien. Et moi, le but de cet appartement, parce qu'on m'a beaucoup demandé, est-ce que c'est moi qui vais faire la gestion ou pas? C'est je le mets dans une conciergerie Airbnb qui s'occupe eux-mêmes du coup de l'entrée-sortie et de l'entretien de l'appartement. Donc, pourquoi moi j'ai commencé hyper tôt et que j'ai voulu vraiment me lancer dans l'immobilier hyper tôt, c'est tout simplement parce que moi, ma phrase, c'est que je n'ai rien à perdre sauf mon temps. Et tout simplement, si vous attendez au fur et à mesure d'investir dans l'immobilier, il y a une chose qui se passe, c'est que le temps, il passe. Et ça, le temps, vous pouvez jamais le rattraper. Donc, c'est pour ça, moi, l'immobilier, j'ai commencé vraiment très tôt, malgré qu'il y avait plein de difficultés, malgré que dans mon entourage, ils connaissaient pas forcément l'immobilier. Mais je voulais commencer tôt, justement, pour avoir mes premiers loyers, mes premiers appartements le plus rapidement possible. Donc, dites-moi, est-ce que vous, dans votre cas, donc il y a Clément qui a déjà répondu, il a déjà acheté sa RP, mais est-ce que d'autres personnes ont déjà leur RP ou d'autres investissements locatifs? Donc ça, c'est intéressant de savoir du coup euh, la maturité du coup de l'audience par rapport à ce sujet-là. Et après, on commencera directement par la difficulté. Donc pour la gestion, ça me revient à combien par mois à peu près? Non, il n'y a pas de souci. Vraiment, Jean-Luc, vous posez vos questions comme vous voulez. Donc, pour la gestion, la conciergerie me prend 15% sur mon chiffre d'affaires. Donc, au final, si je ne fais pas de CA, ils ne prennent rien du tout. Mais c'est 15% sur le chiffre d'affaires hors les frais de ménage. Les frais de ménage, on est sur 25 euros, mais les frais de ménage sont pris en compte par la personne qui loue l'appartement. Donc, c'est 110 euros plus 25 euros de frais de ménage que moi, je ne paye pas et que la conciergerie ne paye pas. Donc là, on va commencer. Oui, c'est sur le CA parce que pour savoir à peu près les prix, hein, ça varie entre 30 à 15%. Donc moi, j'ai négocié 15%, mais en général, en moyenne, les conciergeries sont à 30%. Donc là, les difficultés, la toute première difficulté de cette année, c'est les nouvelles règles du HCSF pour 2022. Donc en fait, le HCSF, c'est le Haut Conseil de stabilité financière. Et tout simplement, ce conseil-là a demandé aux banques de fermer fermer les vannes et de moins donner de prêts. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Mais pour quelle raison on arrive à cet état-là? C'est tout simplement qu'en 2021, il y a eu un record de crédit immobilier. Malgré qu'il y a eu le Covid, j'ai l'impression que voilà, les banques, je crois qu'elles n'étaient pas informées, elles n'étaient pas devant la télé, elles ne savaient pas qu'il y avait le Covid et elles ont donné énormément, énormément de prêts. Donc, tout simplement, le HCSF a dit OK, stop. Donc, il a mis les règles qu'on va voir juste après en place. Mais il y a quelque chose que je voudrais voir avec vous tout d'abord. Et ça, c'est un exercice que je veux que vous fassiez là maintenant. Si vous avez une calculatrice, si vous avez votre téléphone à côté de vous, c'est de calculer votre taux d'endettement. Donc, le taux d'endettement, c'est tout simplement vos charges divisées par vos revenus. Donc, les charges, c'est crédit à la consommation, si vous avez une pension alimentaire à payer, si vous êtes séparé et que vous avez une pension alimentaire à payer, si vous avez un loyer, et si vous avez un crédit IMO. Donc, le crédit IMO, c'est si vous avez déjà soit d'autres appartements ou sinon si vous avez le crédit de votre résidence principale. Vous additionnez le tout et vous le divisez par vos revenus. Donc, les revenus, c'est le salaire, c'est l'APL, c'est les revenus si vous êtes indépendant de plus de 3 ans, ça on le prend en compte, ou c'est la pension alimentaire. Donc là, est-ce que vous pouvez faire ce petit exercice-là et de me dire si vous êtes au-dessus ou en dessous de 35%? Parce que si vous dépassez 35%, vous ne pourrez pas investir aujourd'hui, sauf si vous mettez en place certaines actions comme le remboursement de vos prêts à la consommation ou un peu plus d'épargne. Mais si vous êtes en dessous des 35%, ça c'est une règle absolument que le HCSF a mis pour cette année, vous devez être en dessous des 35%. Donc, dites-moi, voilà, si vous faites le petit exercice, dites-moi si vous êtes au-dessus ou en dessous des 35%. Ensuite, si vous êtes au-dessus des 35%, ce n'est pas la fin. Moi, je vous dis, moi, je suis à 40% de taux d'endettement. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions, mais pour un début, c'est mieux d'être en dessous des 35%. Donc, les nouvelles règles du HCSF, hop, je vais descendre tous les écrans, c'est une durée d'emprunt maximum de 25 ans. Vous pouvez pas, maintenant, c'est fini les emprunts sur 30 ans, c'est 25 ans maximum. Et ça, c'est uniquement sur de la résidence principale. Si vous faites passer ça en investissement locatif, donc Clément, toi, tu as déjà ton appartement, par exemple, tu as déjà ta RP, là, tu vas être sur du 20 ans.
Le 25 ans, c'est possible, mais tu es principalement sur du 20 ans. Le taux d'effort maximum que je vous ai expliqué juste avant, c'est 35%. Maintenant, l'assurance emprunteur est comprise dedans. Avant, les banques ne prenaient pas en compte l'assurance du crédit. Maintenant, elles le prennent en compte. C'est la fin du différentiel. Donc là, le différentiel, c'était une méthode de calcul où on pouvait en fait emprunter de manière illimitée. C'est-à-dire que oui, Clément, je sais que je suis en dessous. J'ai une capacité. Ok, ça marche, c'est noté, Clément. Du coup, pour le différentiel, je vous explique en fait, le différentiel, c'était une méthode de calcul qui vous permettait en fait d'emprunter à l'infini, mais vraiment à l'infini. Je vous donne un exemple. En fait, vous avez 400 euros de crédit, votre appartement vous rapporte 500 euros, mais en fait, la banque faisait 500 moins 400. C'est-à-dire que vous êtes en positif. Et du coup, la banque, dans les calculs que je vous ai montrés, elle ne mettait pas en compte votre crédit. C'est-à-dire, aux yeux de la banque, vous n'avez plus de crédit. Mais vous gagnez 100 euros supplémentaires. Donc, pour vous dire que à partir du moment où vous faites des opérations positives, vous pouvez emprunter en illimité. Et ça, c'est fini pour 2022. Ensuite, les banques, du coup, maintenant, elles font un autre calcul. Bah, c'est le calcul que je vous ai montré. C'est elles prennent tout en compte. C'est-à-dire, même si vos appartements sont rentables, vos appartements vous rapportent de l'argent, malgré ça, ils prennent quand même le crédit de votre appartement. Et ça limite fortement l'enchaînement des appartements, des investissements. Ensuite, maintenant, ils prennent en compte 100% des revenus fonciers. C'est-à-dire que si votre appartement, vous louez 800 euros, comme le tout premier, ils vont prendre 100% des loyers. Avant, il y avait une règle, c'était la règle des 70-30. Ils prenaient que 70% des loyers. Maintenant, ils prennent 100% des loyers. Et par contre, pour les futurs loyers, c'est-à-dire que là, vous achetez un appartement locatif et demain, vous voulez en acheter un deuxième, mais que vous ne l'avez pas encore acheté, vous avez le projet de le faire, ils vont prendre en compte que 70%. Donc ça, c'est les nouvelles règles du HCSF. Du coup, l'objectif de ces nouvelles normes, de cette nouvelle règle, c'est tout simplement de protéger les ménages contre le risque de surendettement, parce qu'en plus, avec l'inflation qui monte, les banques ont peur de ne pas se faire rembourser, ce qu'on peut comprendre. C'est de pérenniser forcément le crédit. Alors, le crédit à l'habitat, c'est le crédit immobilier. Il y a deux façons de l'appeler comme ça. Et c'est surtout de protéger les banques contre un risque élevé d'impayés. Donc, c'est d'éviter un peu la crise qu'a connue les États-Unis en 2008, la crise des subprimes. L'objectif, c'est ça. Donc, la deuxième difficulté que vous avez dû forcément entendre, c'est la hausse des taux des crédits immobiliers. Donc, la hausse des taux des crédits immobiliers, aujourd'hui, on arrive sur des taux de 2. Donc, hier, j'ai échangé avec deux de mes courtières, Olivia et Sabrina, et même elles, en fait, elles n'arrivent même plus à obtenir des taux inférieurs à 1,8. Là, avec une cliente, je vous le dis, avec une cliente, hein, elle a un apport de 5 000 euros, j'en ai une autre qui a un apport de 10 000 euros. Sur les deux, malgré l'apport qu'on a mis, on est sur des taux vraiment élevés. Et ça, faut se rendre à l'évidence, c'est fini les taux de 1,1, les taux de 0,90. J'ai déjà eu des clients des fois qui ont eu des taux à 0,90. C'est fini la belle vie. Maintenant, on commence à monter et ils m'ont informé qu'en janvier, on sera minimum à des taux de 2,5. Donc, pour vous dire que vraiment les taux sont en hausse. Donc là, je vous ai mis un comparatif sur 25 ans. Voilà, une personne qui emprunte pour 150 000 euros. La différence, c'est qu'avant, elle empruntait pour 180 000, tout compris. Là, il y a quasi 15 000 euros de différence. La deuxième raison de la hausse, c'est tout simplement l'inflation. Comme je vous l'ai dit, l'inflation a beaucoup augmenté. Vous êtes au courant, voilà, les prix de l'essence, des matières premières, tout ça, ça a augmenté. Donc derrière, forcément, pour se protéger, ils ont augmenté les taux des crédits immobiliers. Le rebond après, ensuite de l'après-crise, donc tout simplement, le rebond de l'après-crise, qu'est-ce que ça a créé? En fait, ça a créé qu'on est dans une situation, dans une spéculation, c'est-à-dire que tout le monde ne sait pas ce qui va arriver. Donc, quand tout le monde ne sait pas ce qui va arriver, il y a beaucoup de gens qui inventent. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il va se passer ça, il va se passer ça. Et en général, les gens prennent les cas les plus durs. Donc, quand on est dans une situation comme ça, où les personnes, du coup, spéculent, bah, pour se protéger, on va prendre les moyens les plus durs. Donc là, le HCSF, c'est pour cette raison qui verrouille un peu le crédit immobilier pour protéger tout le monde et se dit on va donner le moins de crédit possible uniquement aux personnes avec un très bon profil. Donc c'est ce qu'on va voir après. La guerre en Ukraine, contrairement à ce qu'on entend, elle n'a pas forcément d'impact direct sur la hausse des taux, mais elle a un impact indirect. En fait, la guerre en Ukraine fait que les prix de certaines matières premières ont augmenté et donc derrière, vice-versa, ça participe à la hausse de l'inflation. Donc là, la conséquence, tout simplement, c'est augmentation du nombre de refus. Il y a énormément de refus de prêts immobiliers. C'est-à-dire que même si la banque, il faut savoir une chose, et ça c'est important que je vous le dise, c'est pas parce que la banque vous dit oui que vous allez forcément avoir le crédit immobilier. Ce n'est pas la banque qui décide. La personne qui décide, c'est la caution. Donc la caution, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme qui va protéger la banque. En fait, c'est un organisme qui va dire à la banque, bah, écoutez, si telle personne ne paye pas, nous, on vous rembourse et après,
on voit avec cette personne, on trouve un arrangement avec cette personne. Mais la banque, en tout cas, elle est remboursée. Donc au final, même si la banque, elle vous dit oui, et si la caution derrière ne vous dit non, je vous assure, aucune banque va vous dire oui. Parce qu'en général, les banques, elles ont quasi tous la même caution. Donc ça, c'est important de le savoir et c'est pour ça qu'il y a une augmentation énorme du nombre de refus de prêt. C'est tout simplement parce que les cautions ne veulent plus prêter à n'importe qui. Donc les banques sont plus vigilantes et exigeantes sur les dossiers de financement. Donc on va le voir après. Maintenant, c'est 10 000 euros minimum. Quand je dis 10 000 euros, c'est 10%. Et moi, en fait, c'est parce que je pars principalement avec des clients sur des financements. Comme là, Clément, tu as dit 80 000 euros. Bah, c'est typiquement ce genre de financement que je pars avec mes clients. C'est des financements pour le premier bien, c'est à peu près 100 000, 110 000 euros. Pour un premier bien, je ne souhaite pas que vous partez sur des trucs énormes. Voilà, on part sur ce qu'on peut faire, c'est le premier. Donc en général, c'est ça. Donc c'est à peu près 10 000 euros d'apport, donc 10% du bien. Ça, c'est obligatoire. Là, j'ai une cliente, elle a 5 000 euros, on galère. Honnêtement, on galère à trouver un financement et pourtant, elle touche à peu près 2 500 euros par mois. Elle n'est jamais dans le rouge. Voilà. Mais c'est juste, juste le fait qu'elle n'ait pas tout l'apport, on galère à lui trouver un financement. Ensuite, la banque demande à ce que vous ayez une épargne supplémentaire. C'est-à-dire, une fois que vous avez mis les 10 000 euros sur la table, elle souhaite que vous ayez encore de l'épargne de côté. Ça veut dire, au final, il faut que vous ayez minimum de côté à peu près 12 000 euros si vous partez sur un financement à 100 000 euros. Ça, c'est les règles vraiment strictes. Et je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, à des personnes qui ont à peu près 12 000, 20 000 euros de côté, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas une raison pour laquelle on ne devrait pas investir dans l'immobilier. C'est vraiment accessible à tout le monde et il y a des solutions. Ensuite, la troisième difficulté et la dernière du coup de cette année, c'est le nouveau DPE. Je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est le DPE? Je vous laisse répondre. Pas trop. Non, ok. Donc le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc tout simplement, c'est le document qui va vous dire si votre appartement, si votre logement, votre maison est une passoire énergétique. C'est-à-dire, est-ce que si on vit dans cet appartement-là, il est mal isolé ou est-ce qu'il est bien isolé? Grosso modo, c'est ça. Donc, je vous l'ai mis là. Et tout simplement, ce qui s'est passé début d'année, c'est qu'ils ont fait une mise à jour de cette méthode de calcul, de ce nouveau DPE. Et ce qui fait que tous les appartements ont perdu une classe. Donc, quand je dis ils ont perdu une classe, je vais vous remettre ici. C'est-à-dire qu'en fait, les appartements F sont passés G, les appartements E sont passés F. Tout simplement parce qu'il est devenu de plus en plus dur. Il y a beaucoup plus de critères qu'ils ont pris en compte. Maintenant, ils prennent en compte les factures. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les factures, votre appartement, il passe directement F. Ils veulent pas comprendre, ils passent directement F. Et maintenant, surtout, ce qui est dur, en fait, c'est que c'est un ordinateur qui décide. C'est plus un humain. C'est un ordinateur, c'est-à-dire qu'on va rentrer les critères de l'appartement. OK, il a été construit en telle année. Je sais pas, les murs, il a tant d'épaisseur de murs. Les radiateurs, c'est telle marque, etc. Et l'ordinateur va sortir le DPE. Donc, c'est ce qui rend difficile. Et tout simplement, pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, tous les appartements classés G seront interdits à la location à partir de 2025. C'est-à-dire si aujourd'hui il y a des personnes qui louent des appartements classés G, elles vont devoir soit refaire les travaux, soit elles vont devoir les vendre ou arrêter en tout cas la location. Ça sera interdit. À partir de 2028, c'est les appartements classés F qui seront interdits à la location. Et ensuite, en 2034, ça va arriver très vite, ça va être les appartements classés E. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un appartement locatif, il faut à minima faire les travaux pour qu'il soit classé D. Parce que si vous faites l'astuce, OK, je le rénove et pour qu'il passe F, 2028, ça va arriver très vite. Le but d'un investissement, c'est quand même de l'avoir sur le long terme. Donc, pour anticiper, il faut au moins que l'appartement soit classé D. Donc là, par rapport à tout ça, déjà, si vous avez besoin, voilà, je vous mets juste le lien. Si vous avez besoin d'échanger par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous pouvez faire dans l'immobilier, par rapport à vos capacités d'emprunt, par rapport à vos ambitions ou même par rapport à votre situation, parce qu'on a tous une vie différente, donc tous des choix différents à faire, vous pouvez réserver un call du coup et on échangera directement avec moi sur vos projets. Donc, on échangera sur votre capacité, ce que vous pouvez faire, dans quel endroit, parce que la plupart des personnes qui habitent en Île-de-France. Je ne sais pas si vous venez tous d'Île-de-France. Vous pouvez me dire du coup d'où vous venez, de quelle région. Parce que la plupart des personnes qui habitent dans des grandes villes, que ce soit Île-de-France, Lyon, Bordeaux, ont tendance à me dire, mais Kevin, aux alentours de chez moi, c'est trop cher, il n'y a pas de ville rentable, alors qu'il y a toujours des solutions. Moi, pour vous dire, mes clients, je les accompagne uniquement en Île-de-France. Il y a des villes en Île-de-France où on peut avoir des appartements aux alentours de 2000, 1800 euros le mètre carré et qui se louent très bien. Là, j'ai une cliente, par exemple, on a signé hier euh, à l'agence. Donc,
l'appartement, elle va le louer après 750 euros et pourtant, elle a acheté en Île-de-France, hein. C'est un F2, 750 euros et au mètre carré, elle a acheté à 2000 euros. Au final, elle part avec un bon petit cash en termes de cash flow. Donc, ça, on échangera pendant le call. Donc, par rapport aux solutions, moi, il y a une personne que j'aime beaucoup, c'est Churchill. Il disait qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc, aujourd'hui, on est entre futurs investisseurs, entre investisseurs, donc pour ceux qui ont déjà acheté la résidence principale, et on est entre optimistes. Donc, dans toutes les difficultés que je vous ai citées, on va voir les solutions et je vais vous expliquer les solutions qu'on peut mettre en place. Donc, déjà, par rapport aux nouvelles règles du HCSF pour 2022, il y a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement que le fait que beaucoup de personnes vont avoir des refus de prêt, c'est du positif. Vous devez le voir comme du positif. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les bonnes affaires, elles vont revenir. C'est-à-dire que moi, quand je visite des appartements avec des clients, mais je vous le dis honnêtement, hein, il y a tellement de personnes sur le marché que les personnes, elles achètent les appartements au prix. Donc moi, je laisse les appartements partir au prix et je dis tout simplement à l'agent immobilier, écoutez, quand la personne ne va pas avoir son prêt, vous pouvez me rappeler. Et là, ce qui fait que quand la personne, en général, ça fait tout le temps, hein, la personne n'a pas son prêt, bah, l'agent immobilier vous rappelle et le bien, il n'est pas encore sur le marché. Donc ça fait que le bien, il revient et vous pouvez déjà le négocier. C'est-à-dire que là, j'ai une cliente que j'ai accompagnée hors Île-de-France, celle-ci, par contre, juste au-dessus, dans l'Oise, l'appartement, il était vendu 90 000. La personne n'a pas eu son offre. Il est revenu. Il est revenu et j'ai demandé du coup à l'agent immobilier à quel prix il était parti. Donc, il est parti à 82 000 euros. Donc, on l'a négocié en dessous des 82 000 euros. Parce que la personne avait déjà accepté 82 000 euros. Donc, en fait, vous voyez, s'il y a des refus de prêt, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a des appartements qui vont revenir sur le marché. Et donc, dans ces cas-là, vous entamez déjà une négociation alors que vous n'avez rien fait. Les autres personnes ont négocié à votre place. Ensuite, vous allez rencontrer beaucoup de vendeurs frustrés. Et moi, ce que je dis beaucoup dans l'immobilier, une bonne affaire, c'est lorsque vous matchez avec un bon vendeur. Et un bon vendeur, c'est quoi? C'est une personne déçue, c'est une personne pressée. Et je vous assure qu'une vente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une offre pour un appartement, il se passe 3 mois pour la recherche. On laisse 3 mois à une personne pour rechercher un financement. Donc, vous imaginez bien une personne qui vend son appartement, elle attend 3 mois, la personne a un refus de prêt. Et là, le vendeur, il dit, ah oui, mais au final, mon appartement, je ne l'ai toujours pas vendu. Et, si elle est pressée, si elle a été mutée, si elle a un autre projet, elle a acheté un autre appartement, bah, elle est pressée. Et vous, vous venez derrière, vous le négociez, la personne sera beaucoup plus enclin à vous dire OK, parce qu'elle sera pressée de s'en débarrasser tout simplement. Donc, le fait qu'il y aura beaucoup de refus de prêt, ça, c'est une opportunité pour vous en tant que futur investisseur. Autre chose, il faut savoir faire la différence, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir acheter vos appartements, il faut que vos dossiers soient en béton. Donc, un dossier en béton, c'est une personne avec minimum 5K à 10K. J'ai mis 5 parce que 5, on peut encore faire des choses, mais l'objectif, c'est que vous ayez au moins 10 000 euros d'épargne. Ces 10 000 euros d'épargne, ce n'est pas forcément 10 000 euros que vous allez mettre en apport. Ça peut être 10 000 euros que vous pouvez justifier et montrer à la banque, écoutez, voilà, moi j'ai 10 000 euros de côté aujourd'hui, je sais que je sais gérer mon argent, ça prouve à la banque que vous savez gérer votre argent et derrière, c'est un levier de négociation. Ensuite, tout ce qui est crédit à la consommation, ça empêche les personnes d'investir. Donc aujourd'hui, si vous avez un crédit à la consommation, ce que je vous conseille de faire, c'est de le rembourser. Parce que quand vous allez venir devant une banque, ça donne deux mauvaises images. La première, c'est que vous ne savez pas gérer votre argent. Et la deuxième, c'est que ça va limiter votre capacité d'emprunt. Donc, si vous avez fait le calcul, logiquement, quand vous avez un crédit à la consommation, vous arrivez aux limites des 35%, voire vous les dépassez. Et l'autre différence, c'est que vous êtes des futurs investisseurs. Vous n'allez pas acheter votre résidence principale, vous allez acheter un investissement locatif. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous créez un relationnel avec votre banque. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne font pas et que je trouve dommage, c'est que vous ne connaissez pas vos banquiers. Aujourd'hui, moi, ma banquière, je la connais très bien, j'ai son numéro perso. Quand on s'appelle, voilà, on a un très bon feeling. Quand je l'appelle, mes dossiers, elle les fait passer en priorité parce que j'ai créé un très bon lien avec elle. La plupart des personnes, vous utilisez la banque juste comme un endroit où votre argent est stocké. Alors que non, c'est censé être votre partenaire. Et ça, c'est très, très important. Donc, avoir un relationnel avec votre banque, c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera que, il faut savoir qu'en fait, les banques, elles ont droit, je vais vous l'expliquer juste là, juste après, je vais le mettre juste après. Il faut savoir que les banques, elles ont droit de déroger à 20% des dossiers. C'est-à-dire que dans 20% des dossiers de financement, elles ont droit de ne pas demander les fameux 10% d'apport. Elles ont droit de donner des taux beaucoup plus bas que les taux que je vous ai montrés. Et ça, c'est uniquement pour les personnes qu'elles apprécient. Donc, pour qu'elles vous apprécient, il faut créer du relationnel. Et ça, c'est très, très, très important. Ensuite, autre chose, actuellement, il y a beaucoup de pénurie de biens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs sur le terrain que de vendeurs. Donc les biens,
il y en a très peu, ça part très vite. Donc les vendeurs actuellement, ils sont en position de force, mais comme je vous ai dit, une vente ratée fait que vous retournez la tendance et c'est vous qui êtes en position de force. Donc ça, c'est très important quand vous allez visiter des appartements, quand vous allez acheter des appartements locatifs, ne soyez pas pressé. Vraiment, jouez la patience. Autre opportunité, c'est les taux. C'est le fait que les taux augmentent. Donc, le fait que les taux augmentent, il faut prendre du recul. Il faut vraiment prendre du recul parce que là, les taux, ils augmentent à 2. Mais si vous revenez en arrière, les taux à l'époque, ils étaient à 5, ils étaient à 4, ils étaient à 6. Et pourtant, à l'époque, il y avait quand même des investisseurs immobiliers. Donc, il faut vraiment prendre du recul et vous dire, bah, comment faire malgré des taux plus élevés. Donc, avec des taux plus élevés, vous allez partir sur des stratégies à rentabilité beaucoup plus haute. C'est-à-dire, vous allez partir sur la colocation, vous allez partir sur du Airbnb et tout simplement, vous allez négocier des appartements beaucoup plus bas. C'est simplement ça. C'est vraiment ça là, qui fait la différence. C'est-à-dire qu'avec des taux plus élevés, vous n'allez pas acheter des appartements. Aujourd'hui, je vois des appartements au prix du mètre carré, mais ahurissant. Et pourtant, l'appartement, il est pourri. Il est vraiment pourri, mais les gens ont pris l'habitude de se dire, voilà, l'immobilier prend de la valeur à chaque fois, donc ils se permettent de mettre des appartements à des prix très élevés. Donc, c'est votre rôle en tant qu'investisseur de négocier ces appartements-là. Et il y a différents leviers de négociation. Mais votre but, c'est vraiment de négocier les appartements. Donc là, par rapport au marché, le fait que voilà, il y a beaucoup moins d'offres que de vendeurs sur le marché, ça fait que là, vous êtes en possibilité de négocier. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, par rapport à la hausse des taux, l'autre impact, c'est que ça va diminuer les prix de l'immobilier. Hop, il y a une nouvelle personne qui est arrivée. 2, 3, excusez-moi. Voilà. Donc, le fait que les taux augmentent, ça va diminuer le prix de l'immobilier. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les vendeurs ne vont plus trouver des personnes finançables. Il va y avoir beaucoup, beaucoup moins de personnes qui seront capables d'acheter de l'immobilier demain. Donc derrière, ça fait beaucoup moins de personnes aptes à acheter leur appartement. Et donc, dans ce cas-là, on renverse la tendance. Donc là, vous serez capable de négocier. Ensuite, autre chose, le fait que les prix vont diminuer, c'est parce que la plupart des personnes qui achètent de l'immobilier, vraiment, c'est les primo-accédants. Donc, les primo-accédants, c'est les personnes qui achètent pour la première fois. Donc, dites-moi dans le chat, il n'y a que Clément, du coup, qui a dit qu'il avait déjà acheté sa résidence principale. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà acheté ou est-ce que vous êtes novice, vous n'avez pas encore acheté? Donc, si vous n'avez pas encore acheté, vous vous trouvez ici. Et dans le marché de l'immobilier, c'est vraiment ces personnes-là qui achètent de l'immobilier pour la première fois. Et forcément, des fois qu'on est primo-accédant, c'est en général, on n'a pas forcément une grosse épargne de côté, on n'a pas forcément un gros salaire pour acheter, mais pourtant, il va falloir acheter. Et ça, il y a des solutions pour ça. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les banques, il faut savoir que voilà, les banques ont le droit de déroger. Donc, comme toutes les règles, on a le droit de ne pas les respecter. Mais elles ont le droit uniquement de déroger par rapport à 20% de leur dossier. Donc, 16% de leur dossier, c'est de la résidence principale et 4%, c'est du locatif. Donc, au final, quand vous achetez votre premier appartement et que vous faites la stratégie que j'ai appliquée, c'est-à-dire dire tout simplement que vous allez acheter pour votre résidence principale, bah, vous rentrez dans ces 16%-là. Et là, dans ces cas-là, si vous n'avez pas beaucoup d'épargne de côté, vous n'avez pas forcément, euh, voilà, en général, ils demandent d'avoir la résidence principale, des choses comme ça. Là, vous pouvez passer dans les 16% des dérogations. Donc là, vous pouvez bénéficier de taux assez avantageux et d'avoir une épargne un peu plus faible. Si vous êtes dans le cas, par exemple, de Clément, Clément, je prends ton cas parce que c'est toi qui as dit du coup que tu as ta résidence principale. Dans ce cas, tu vas passer dans le cas des 4%. C'est-à-dire que là, ton rôle, ça sera vraiment de lier et de créer un lien avec ta banque pour que comme ça, quand tu vas venir avec un dossier de appartement locatif, parce que c'est pas pareil quand tu veux financer ta résidence principale et un appartement locatif, il faut que ta banque soit déjà au courant de ce que tu veux faire, il faut qu'il soit déjà au courant de ta situation. Donc, si tu n'as pas forcément une grosse épargne de côté, il t'est déjà dit, OK, ben Clément, écoute, on va trouver une solution et ils te font passer en dérogation. Ça s'appelle la dérogation lorsqu'ils ne respectent pas les règles du HSF. Et ça, la dérogation, je vous assure, je vais dire c'est facile d'obtenir ça, mais à partir du moment où vous entendez bien avec votre banquier, c'est comme un ami. En général, il ne va pas vous laisser en galère. Vous voyez ce que je veux dire? Il va essayer de trouver des solutions, il va appeler son directeur, il va essayer d'appeler voilà, le N+2 et ils vont essayer de vous trouver une solution. Donc le but, moi, quand j'accompagne les personnes, c'est que vous passez en dérogation. Ensuite, par rapport au nouveau DPE, donc au diagnostic de performance énergétique, c'est un bon signe, tout simplement. Pour quelle raison? Là, je ne sais pas si vous avez vu le jeu, là, j'ai changé les couleurs. Tout à l'heure, ici, c'était en rouge. Donc là, pourquoi c'est bien les appartements qui sont classés G? Actuellement, avec mes clients, on cherche que des appartements classés G. Et je vous assure, quand j'appelle les agents immobiliers, je leur dis, moi, je veux qu'un appartement classé G. Ils font des gros yeux. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les personnes qui vendent ces appartements-là, en général, c'est des investisseurs, hein. En fait, ils sont piégés parce qu'ils n'ont pas les sous pour retaper l'appartement. Ils n'ont pas 20 000, 30 000 euros de cash de côté pour retaper l'appartement. Donc, en fait, ils sont obligés de le brader, l'appartement.
Et c'est là où vous trouvez des bonnes affaires. C'est pour ça que je vous ai dit, en Île-de-France, il y a des appartements que vous pouvez acheter à 1 700, à 2 000 € du mètre carré. Mais dans ces cas, il va falloir aller dans des appartements classés G. Parce que là, c'est comme si c'était les soldes. En fait, à partir du moment où vous voyez un appartement classé G, dites-vous, c'est les soldes. Et vous ne l'achetez pas au prix du marché. Les appartements classés F, je ne vous conseille pas trop d'aller dessus. Pour quelle raison? En fait, ce n'est pas urgent. Les personnes ne voient pas l'importance encore de brader les prix parce que pour eux, 2028, c'est dans longtemps. D'ici là, il y a le temps. Et 2034, c'est encore plus loin pour eux. Donc, vraiment, focalisez-vous uniquement sur les appartements classés G. Il faut savoir que là, en septembre, les personnes qui ont des appartements classés G, ça, je vous le dis si vous êtes en recherche, par exemple, elles vont avoir obligation de faire un audit supplémentaire, un audit énergétique qui va coûter entre 2 000 et 1 800 €. Donc, dites-vous que tous les appartements classés G qui ne sont pas vendus, les personnes, non seulement, elles doivent encore payer 2 000 €. Donc, quand vous arrivez, vous lui dites, écoute, ah ben, moi, je suis d'accord d'acheter ton appartement, mais à tel prix, et je vous assure que la personne se dit, bon, ouais, c'est plus, non, 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 c'est vraiment bon, je vais réfléchir. Donc là, honnêtement, vraiment partez sur ces appartements-là et c'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment les trois opportunités de cette année. Donc si je les répète, c'est le DPE, le fait que les taux augmentent, il faut vraiment le voir comme une opportunité et pas comme une menace. Et le dernier, c'est les refus. Autre chose, du coup, ce que les vendeurs vont avoir comme obligation, c'est le permis de louer. Donc, l'État a mis en place un permis de louer dans certaines communes. Donc, pour le savoir, vous tapez. En fait, il n'y a pas une liste. Parce qu'en général, on me demande, voilà, Kevin, est-ce qu'il y a une liste de ces villes où il y a un permis de louer? Il n'y a pas de liste officielle. Moi, je suis au courant parce qu'à force d'être sur le terrain, c'est les agents immobiliers qui m'informent, voilà, dans telle ville, Kevin, maintenant, il y a le permis de louer. Dans telle ville, il n'y a pas encore. Mais en général, là, si je vous donne des villes, par exemple, Étampes, c'est la première ville d'Île-de-France où il y a le permis de louer. Creil, par exemple, c'est une ville dans l'Oise où il y a le permis de louer. Et je crois sur Paris, Paris, je ne pense pas qu'ils l'ont encore mis, mais ça va venir. Ça va venir, j'ai eu l'info que ça va arriver. Et le permis de louer, comment ça fonctionne? C'est tout simplement, en fait, en tant que propriétaire bailleur, vous devez faire un dossier à la mairie. Et dans le dossier, vous mettez le DPE de votre appartement, vous mettez les caractéristiques de votre appartement. Et du coup, c'est la mairie qui regarde tout ça et derrière qui vous donne un permis qui prouve que votre appartement est apte à être loué. Donc, clairement, en fait, tout simplement, c'est pour limiter les personnes avec des appartements classés G qui ne pourront pas les louer et les locataires pourront vous demander ce permis-là. C'est-à-dire, quand vous allez louer votre appartement, le locataire est en droit de vous demander bah, est-ce que vous avez votre permis de louer? Si vous ne l'avez pas, il a le droit de ne pas louer votre appartement. Donc ça, c'est obligatoire et c'est pour cette raison que moi, vraiment, je vous pousse, c'est vraiment, je vous pousse à aller chercher des appartements classés G, parce que derrière, c'est des appartements que vous allez pouvoir retaper, rénover, mettre en D, et vous pourrez les louer plus cher déjà, et derrière, grâce aux travaux, vous pourrez ne pas payer d'impôts grâce à la défisque. Mais ça, si on doit parler de la défisque, ça sera un autre webinaire parce qu'on peut en parler pendant des heures. Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes au courant du permis de louer? Est-ce que vous avez compris le principe du permis de louer? Ok, c'est compris. Après, pour les autres, du coup, dites-moi, bah, Laura, Paul, Jean-Luc et les autres d'ailleurs, Jason, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Donc là, c'est vraiment l'aspect question. Donc, posez-moi vraiment un maximum de questions. Vraiment, le but de ce webi, c'est par rapport à vous. La défi, ça m'intéresse. OK, Clément. Donc, dis-moi par rapport à la défi, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Est-ce que tu veux savoir comment ça fonctionne? Que veux-tu savoir en plus? Tout? OK. Donc, par rapport à la défi, je vais l'expliquer vraiment, vraiment rapidement. Comment ça fonctionne? C'est tout simplement, le but, c'est comme en entreprise. C'est-à-dire que tu as des charges et tu as les loyers. Les loyers, c'est l'argent que tu encaisses. Et les charges que tu peux déduire du coup de ces loyers-là, c'est les travaux, les charges de copro, la taxe foncière, c'est tout ce que l'appartement te coûte. Même les intérêts de crédit, même ton comptable. Et le but, en fait, c'est d'avoir plus de charges que d'argent qui rentre. Et quant à ça, ça te permet justement de ne pas payer grosso modo, hein, ça te permet de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs de tes appartements. Moi, aujourd'hui, avec tous mes appartements, je ne paye pas d'impôts justement parce que j'ai créé beaucoup plus de charges que de bénéfices qui rentrent d'un point de vue comptable. Mais ça ne veut pas dire que je suis en négatif sur mes appartements. Ça, c'est important de le savoir. Je ne suis pas en négatif sur mes appartements. Par exemple, le tout premier appartement, je fais à peu près à l'année, il me rapporte à peu près 1 000 € de bénéfices. Mais quand on regarde comptablement parlant, je suis en perte avec cet appartement. Donc, c'est ça l'astuce. Après, voilà, c'est un peu plus complexe. Il faudrait que je te montre avec des chiffres concrets que j'ai pas là pour le Webi. Mais est-ce que tu as compris au moins le principe et la logique
de pourquoi il faut aller chercher des appartements G et des appartements à retaper. Ok, c'est noté. Est-ce que vous avez d'autres questions, même par rapport à votre situation perso? Euh, J'aime bien, moi, en général, vous répondre par rapport à votre situation perso, par rapport à vos projets de vie, par rapport à vos ambitions. Est-ce que vous avez des questions ou des peurs? Même si vous avez des peurs, en général, vous avez des peurs sur les locataires. Est-ce qu'ils payent? Comment trouver un bon locataire? Dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Avant que vous repreniez le travail, parce que voilà, il y en a, ils sont sur la pause déj. Hop, hop, je regarde, je regarde. Ok, donc, ok. Donc pour vous, c'est bon. Dites-moi, voilà, si c'est bon par rapport à tout ça. Et du coup, la dernière chose que je vais vous dire, du coup, moi, comment je fonctionne pour les accompagnements. Ah, tu conseilles de créer une SCI par bien. Désolé, j'ai reçu un appel entre-temps. Peut-être que tu en as déjà. Non, la SCI, du coup, moi, je la conseille au deuxième stade. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez une SCI, je la conseille à partir du moment où vous avez un ou deux appartements. Parce que déjà, la SCI, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une SCI, c'est une société civile immobilière. En fait, c'est un statut, c'est une entreprise faite pour acheter principalement de l'immobilier. Les conditions pour être en SCI, il y en a une, il faut être deux. Donc, en général, la SCI, soit vous la montez avec un proche, en général, on le fait beaucoup avec la famille. C'est fait en général pour la famille. Vous pouvez le faire avec un associé, avec une personne tierce, un cousin, voilà, ou une personne, un ami, vous pouvez le faire avec un ami. Ou sinon, vous pouvez le faire, moi dans mon cas, par exemple, je suis en entreprise, je peux tout simplement m'associer avec ma propre entreprise. Donc moi, je suis la personne physique, Kevin, je suis la personne physique, Ransei, c'est la personne morale. On se fusionne, on est deux, et on peut monter une SCI. Donc, dans ces cas, dans ta question, moi, je conseille pas trop de commencer par la SCI pour le premier bien, parce qu'en fait, la SCI, tu payes forcément des impôts. C'est pas les mêmes stratégies. Par exemple, quand tu vas vouloir te faire financer en SCI, c'est pas pareil que quand tu vas vouloir te faire financer en nom propre. Déjà, tu vas passer par le directeur d'agence, parce que c'est les directeurs d'agence qui s'occupent des entreprises. Ensuite, ils vont te demander une certaine garantie par rapport à tes revenus, alors que quand tu le fais passer en résidence principale, bah, l'astuce, voilà, tu peux jouer l'émotionnel, tu vois, tu peux jouer le fait que voilà, c'est ta RP, c'est ton projet de vie, tu as envie de l'acheter. En SCI, on sait très bien que c'est un investissement, donc ils vont te demander un peu plus de concret. Est-ce que Jean-Luc, j'ai répondu à ta question? Yes, ok. Parce que toi, du coup, Jean-Luc, si tu me demandes d'acheter un SCI, c'est pour quelle raison? Est-ce que toi, déjà, tu es en société? Est-ce que tu as déjà acheté un bien? Ou est-ce que c'est juste parce que tu en as entendu parler, du coup? Après, il y en a des plus timides. Laura, Paul, Jason, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'investissement? D'accord, ok, c'est plus une réflexion, ça marche. Bah, dans ton cas, ouais, je te conseille plus, si tu n'as pas encore d'appartement, plus d'acheter toi en nom propre. Et demain, cet appartement-là aussi, autre chose importante pour la SCI, en général, tu le fais principalement, c'est quand tu as des enfants et que tu veux léguer. Donc la SCI, tu pourras toujours la créer plus tard. Mais ce qui est intéressant quand tu achètes en nom propre, c'est par rapport à la plus-value. C'est pas calculé pareil en SCI qu'en nom propre. Par exemple, là, j'ai accompagné un client, il a acheté un bon projet, on a trouvé une belle pépite, hein, un appartement de 120 mètres carrés. Au mètre carré, il l'a eu à 1100 en Île-de-France encore. Mais l'appartement, il est pourri de chez pourri, donc il faut le retaper. Et la plus-value dessus, il va quasi se faire 30 000 euros. Et le faire passer en fait en résidence principale, il n'est pas imposé. Vous voyez? Donc derrière, les 30 000 euros, c'est dans sa poche. Que s'il le fait passer par exemple en SCI ou il le faisait passer en investissement, il serait taxé à 36,2. C'est pas pareil. Donc voilà. Donc, tu m'as dit aussi de mon côté, je suis marié, on envisage de payer notre RP avant fin 2023. Et d'un autre côté, j'aimerais aussi acquérir mon premier bien avant fin 2023. Si du coup, je ne sais pas si c'est possible. Ok, donc là, tu es dans un dilemme que la plupart des personnes ont, c'est est-ce qu'il faut commencer par la résidence principale ou est-ce qu'il faut commencer par le locatif? Il y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est par rapport à votre besoin. Moi, je vais vous donner une réponse. Moi, dans mon cas, j'ai commencé par de l'investissement locatif, mais quand vous êtes, j'ai envie de dire, je suis encore jeune, mais quand vous êtes, voilà, vous avez une famille, quand vous avez des enfants, c'est un peu plus difficile de commencer par l'investissement locatif. Et en général, vous voulez vous tendre plutôt vers la RP. Moi, je suis OK pour la RP à une seule condition. À une seule condition. Vous êtes des investisseurs. Ne mettez pas le cœur. C'est-à-dire que votre RP, vous faites en sorte, si vous l'achetez, qu'il vous reste encore assez de capacité d'emprunt pour acheter votre locatif.
Parce que dans le cas où j'ai montré le calcul de tout au début, si vous atteignez les 35%, c'est niet. Vous ne pourrez plus investir. C'est fini. À moins que vous revendez votre RP ou que vos revenus ils augmentent. Et vous savez, pour avoir une augmentation, c'est assez difficile. Et encore, quand vous avez une augmentation, c'est pas, voilà, vous ne gagnez pas plus 1000 euros d'augmentation. Donc vraiment, la résidence principale, si vous l'achetez, c'est stratégique. Vous mettez aucune émotion. Il n'y a pas quand vous visitez, ah, le salon, il est trop beau, ok, ça justifie les 4000 euros du mètre carré. C'est ça qui est important. Donc là, pour répondre à ta question, du coup, Jean-Luc, si tu commences par la RP, c'est vraiment sans émotion. Et si tu commences à 8, sauf si on passe en SCI, non, c'est la société qui supporte l'emprunt. Yes. Dans ces cas, oui, en fait, si vous achetez en SCI, c'est la société qui, oui, en effet, qui supporte l'emprunt. Et du coup, la SCI, elle peut être endettée à. La SCI, vous pouvez monter en taux d'emprunt, vous pouvez monter très haut. Mais dans ton cas à toi, même si tu l'achètes en SCI, ta résidence principale, ça sera quand même une résidence principale. Donc, dans ton cas, après, ça, il faut le voir en termes de montage et il faut le voir aussi en termes de capacité d'épargne que tu as de côté. Ok. Donc, non, la RP en nom propre et le locatif en SCI. Ok, ça marche. Donc, la RP en nom propre, oui, en effet, mais il ne faut pas que tu dépasses les 35%. Parce que malgré ça, même quand vous êtes en SCI, ça c'est important de le dire, la banque prend en compte quand même les revenus des deux personnes. Donc, c'est-à-dire que si une personne est endettée à 35%, même si vous êtes en SCI, ça ne va rien changer aux yeux de la banque. Ça va vraiment rien changer. Donc, derrière, il faudra avoir plus d'argumentation. Donc, la RP, c'est vraiment un investissement à faire sans coup de cœur. Donc, dans le cas de Jean-Luc, est-ce qu'il y a d'autres personnes du coup qui se posent la question d'abord résidence principale, d'abord du locatif? Et il faut savoir, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, les revenus fonciers, comme je l'ai dit tout au début, comptent dans vos revenus. Ok, ça marche, Jean-Luc. Les revenus locatifs comptent dans vos revenus. Donc, en fait, commencer par du locatif, ça augmente votre capacité d'emprunt. Donc moi, c'est pour ça où en fait, j'ai pu enchaîner les appartements. C'est parce que à chaque fois que j'achetais un appartement, ça augmentait ma capacité d'emprunt. À partir du moment où vous faites des bons investissements. Et normalement, si vous faites accompagner, vous ferez des bons investissements. Il n'y a pas de raison que vous faites des mauvais investissements. Et comme astuce, en général, les investissements qui vous rapportent une grosse capacité d'emprunt, c'est de la colocation et du Airbnb. La colocation, ça peut vous rapporter quasi, je dis des bêtises, mais ça peut en moyenne, hein, vous êtes à peu près sur 400, 500 euros de cash flow. Vraiment, le cash flow, c'est vraiment le cash positif qui reste à la fin du mois, une fois que vous avez payé tout, taxe foncière, charge de copo, comptable, crédit. Donc 500 euros, c'est limite comme si vous avez une augmentation de 500 euros. Donc, si vous rajoutez ces 500 euros-là à votre loyer, vous voyez que, à vos revenus, vous voyez que en fait, ça augmente votre capacité d'emprunt. Que si vous commencez par la résidence principale, vous n'avez pas ce levier-là. C'est ça qui est important. Donc, c'est noté. Donc, pour ceux, voilà, comme vous êtes sur votre pause déj, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Donc, pour ceux voilà, qui ont encore des questions, qui souhaitent vraiment encore échanger par rapport à leur situation, c'est avec plaisir, du coup, un call. J'adore échanger IMO. J'aime beaucoup l'IMO, donc on pourrait parler d'immobilier pendant très, très longtemps. Mais, hop, la plupart d'entre vous, vous devez aller manger. Donc, dites-moi, voilà, est-ce que vous avez des dernières questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on clôt le webi et pour ceux qui veulent, on se retrouve du coup en call dès que vous êtes disponible. J'attends vos retours. C'est noté. Ok, c'est noté, Jean-Luc. Bah, merci à tous et je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne après-midi. Pour ceux qui souhaitent avoir le replay, demandez-le moi. Donc, soit vous m'envoyez un petit message, soit vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie le replay du coup du Webi. Comme ça, vous pouvez le regarder, et, prendre des notes voilà, et prendre des astuces. Ok. Bah, merci Clément, merci Laura. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et je vous dis ok, ça marche, Jean-Luc. Bah, je fais en sorte d'avoir. Bah, envoie-moi un petit mail. Comme ça, voilà, je t'envoie tout ça. Parce que là, j'ai vos noms. Mais dans vos adresses mail, des fois, c'est pas forcément ça. Donc, envoie-moi un petit mail et je vous envoie ça. Et merci beaucoup. Et c'était vraiment un plaisir. Et on se redit bah, à la prochaine. Au revoir, l'équipe.